Bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce dernier point de vue de la semaine avec 4 sujets qu'on va tout de suite découvrir en images. Il était hier soir sur France 2 et ça a été un véritable carton. Plus de 3 millions de téléspectateurs ont suivi Nicolas Hulot. Et si finalement il manquait au gouvernement, peut-être pourrait-il l'aider à sortir de la panade? Eh bien, on se posera la question. La panade, c'est évidemment le mouvement des Gilets jaunes qui doit connaître un nouveau pic. Demain, un mouvement peu organisé avec des risques de débordement. Les craignez-vous? Ce sera un des thèmes de ce soir. Nous parlerons aussi du Parti communiste qui réunit son 38e congrès ce week-end. Si on était méchant, on dirait qu'une cabine téléphonique suffirait au vu des scores modestes que fait ce parti aux dernières élections. D'où la question, à quoi servent encore les communistes? Et puis on en a presque autant parlé cette semaine que des Gilets jaunes. Le Black Friday, cette fameuse journée de promotion mondiale, occupe tous les espaces de publicité. Et vous, en avez-vous profité? On vous posera la question. Bonsoir Ilana Sicurel. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes membre du bureau exécutif de La République En Marche. Guillaume Bernard est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique d'études d'enseignement supérieur, et auteur de La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir aux éditions des Clés de Brouwer. Laurent Papier, là aussi, bonsoir. Vous êtes analyste économique pour l'IREF, qui est un think tank de sensibilité libérale. Et Étienne Girard est là aussi, bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste politique à Marianne. Marianne qui consacre son dossier de cette semaine au pillard, c'est-à-dire la délinquance en milieu rural, un dossier extrêmement bien documenté. On commence, si vous le voulez bien, avec Nicolas Hulot, je vous le disais. 14,9% de part d'audience, c'est le score de Hulot, le meilleur de l'émission politique depuis plus d'un an. D'où la question, Nicolas Hulot doit-il revenir? Alors évidemment, on a interrogé l'ancien ministre de l'écologie sur la transition écologique et sur la fameuse taxe carbone. Eh bien, il assume, Nicolas Hulot, malgré tous les troubles posés par cette réforme et cette nouvelle taxe. La parole est à la défense. Je l'ai défendu avec beaucoup d'autres et je l'assume, mais je l'assume à partir du moment où on la met en œuvre avec une dimension et un accompagnement social digne de ce nom. Voilà. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui a manqué. Alors, Étienne Girard, c'est la position de Nicolas Hulot, c'est oui, il fallait cette taxe et l'augmentation de la taxation sur les carburants, mais il fallait un accompagnement social qu'on n'a pas voulu me donner, alors je suis parti. Absolument, c'est une position en réalité extrêmement sévère vis-à-vis du gouvernement qui rejette la faute de la grogne actuelle et du mouvement des Gilets jaunes. Il assume en réalité, il n'assume pas tout à fait, il assume la taxation, mais il n'assume pas l'effort qu'ont demandé aux classes populaires, aux gens qui grognent actuellement. Et il explique que le problème aujourd'hui, c'est l'inégalité fiscale. Donc en réalité, il se positionne là où il a été positionné ces dernières années, c'est-à-dire dans le camp gauche de l'espace politique. Il faut rappeler qu'il a voté quand même Benoît Hamon à l'élection présidentielle de 2017, au premier tour. Finalement, il revient d'où il venait quand il est arrivé à LREM, quand il est arrivé au gouvernement. Ilana Sicurel, quand même, quand on voit l'énergie de Nicolas Hulot, l'enthousiasme avec lequel il défend ses causes, y compris d'ailleurs de façon dramatique, en disant que ça peut être la fin du monde, on se dit peut-être qu'il manque au gouvernement aujourd'hui. Écoutez, c'est une figure qui est chère aux Français et qui continuera à l'être. Et je pense qu'il a été utile au gouvernement. Moi, je dis toujours que ce n'est pas parce qu'une expérience prend fin qu'elle n'a pas été utile. Je pense qu'il a marqué ses collègues du gouvernement. Je pense qu'il a exprimé dans cette émission le désir de rester présent dans le débat, mais sous une autre manière. Je crois qu'il a compris qu'être ministre, ça ne lui allait pas, c'est une question de tempérament aussi. C'est un homme entier, intègre, et il a du mal, en fait, il a eu du mal avec cette fonction ministérielle qui conduit au compromis, non pas aux compromissions, et en tout cas à une forme de pragmatisme qui fait que ça ne va pas assez vite. Donc je crois qu'il sera à sa place. Il a dit je ne vais plus rentrer dans le jeu politique de manière directe, je ne soutiendrai aucune des listes européennes, mais je vais rester très engagé. Je crois qu'il va être utile et qu'il faudra bien sûr continuer à l'écouter. C'est sincère pour vous, Guillaume Bernard, cette attitude de Nicolas Hulot, ou est-ce que c'est un petit peu hypocrite quand même? Parce qu'il ne veut pas attaquer le gouvernement en place et en même temps, il dit clairement on m'a opposé des raisons budgétaires, j'en ai tiré les leçons. Sous-entendu, je n'ai pas voulu rester.
Oui, moi je crains pour Nicolas Hulot qu'en fait il ait loupé la marche de sa carrière politique lorsqu'il a refusé d'être candidat pour le Parti des Verts à la présidentielle. Il n'a pas refusé. Oui, il y avait une primaire contre qui, rappelez-nous Eva Joly. Eva Joly, heureusement que vous êtes là. Les conditions étaient telles qu'effectivement, ça ne l'avait pas favorisé sa candidature. Bon, le fait est que, à partir de ce moment-là, il est dans un positionnement très compliqué parce que, à la fois, il se veut le défenseur de questions écologiques et en même temps, évidemment, il participe à un gouvernement qui ne peut pas traiter que les questions écologiques. Dans la question de Nicolas Hulot, il y a la question le concernant lui. Je dois vous avouer que la carrière personnelle de Nicolas Hulot ne m'intéresse pas particulièrement. Et puis, il y a quelque chose qu'il a indiqué. C'est effectivement, à travers la question de la fiscalité, est-ce qu'il n'y a pas une justice distributive qui doit être prise en considération. Et derrière la question de la justice distributive dans la mise en place de la fiscalité, il y a la question du consentement à l'impôt. Parce que, mine de rien, on en parlera, je suppose, tout à l'heure avec la question des gilets jaunes, mais il est bien évident que ce qui se pose maintenant comme question, c'est avec l'argent public, que fait-on ? Quelle affectation fait-on de l'argent public ? Et surtout, jusqu'à quel niveau le consentement à l'impôt est-il véritablement accepté ? Et ça me paraît être, ne serait-ce qu'en filigrane, dit par Nicolas Hulot sans qu'il ne l'exprime explicitement. Oui, Laurent Papy, on sent bien. Il y a un moment même où il se met en colère en disant « mais il ne faut pas vous rebeller contre cette taxe », dit-il à un gilet jaune, mais contre l'injustice fiscale. Il parle même à un moment, je crois, de racket fiscal ou quelque chose comme ça. Oui, alors je ne crois pas qu'on résolve les problèmes avec des taxes. Et donc, je pense que le ras-le-bol du gilet jaune, on va en parler, il est parfaitement légitime. Nicolas Hulot, moi personnellement, je ne le regrette pas. Je sais qu'il a conquis l'opinion de beaucoup de Français, mais d'un point de vue scientifique, d'un point de vue rationnel, il a fait beaucoup de dégâts, à mon avis, sur la question écologique. C'est quelqu'un qui, sur le cas du glyphosate, des OGM, du nucléaire, a achevé d'amener l'obscurantisme au cœur de l'État. Pour moi, il a pris des positions qui étaient en désaccord total avec les consensus scientifiques, notamment sur le cas du glyphosate et des OGM, sur le cas de l'agriculture avec son agribashing permanent. Donc, moi, je ne le regrette pas du tout et je pense que c'est une bonne chose qu'il ne revienne pas au gouvernement. Eh bien, pour l'instant, vous n'êtes pas le seul à ne pas le regretter, puisqu'on vous a posé la question sur Twitter. Évidemment, ce n'est pas un sondage, hein. C'est les gens qui nous suivent qui sont en train de se prononcer. Souhaitez-vous un retour de Nicolas Hulot en politique ? Et alors, c'est non à 82%. Et puis, quelques commentaires. Claude nous dit « il n'est tout simplement pas fait pour la politique ». Rustine, c'est un pseudonyme probablement, nous dit « il n'aurait jamais dû partir. Maintenant, ça leur paraît impossible de revenir ». Et il ou elle ajoute, beaucoup de gens pensent qu'un boulot de ministre, c'est facile. En fait, je pense que c'est un job dont il faut bien connaître les rouages. Alors justement, il a parlé assez longuement de son expérience de ministre hier, Nicolas Hulot. Et en gros, s'il a quitté le gouvernement, c'est parce qu'il en avait assez qu'on lui réponde toujours « c'est pas possible ». Je passais mon temps à entendre, c'est pas possible. C'est pas possible de nourrir l'humanité avec l'agroécologie, c'est pas possible de répondre aux besoins énergétiques avec les énergies renouvelables. C'est pas possible que demain l'économie sociale et solidaire devienne la norme. Et ben moi, je m'insurge contre ça. Le temps de l'utopie, il est décrété. Étienne Gérard, il est démagogue ou visionnaire, Nicolas Hulot ? Ni l'un ni l'autre. On sent un homme qui se sent trahi finalement et quelque part normal. Il a été choisi au gouvernement pour ce qu'il était, c'est-à-dire un héros de l'écologie, extrêmement apprécié des Français, avec des positions marquées. On savait quel était son programme législatif, son programme gouvernemental. Total, il a pu appliquer à peu près aucun des préceptes qu'il revendique depuis 15 ans. Donc finalement, il tire les conséquences de l'absence de répondants à ces demandes de la part d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Emmanuel Macron, à l'évidence, n'est pas quelqu'un qui a une fibre écologique extrêmement prononcée. Et c'est ce qu'a exprimé d'ailleurs Nicolas Hulot hier soir. Ils n'étaient pas d'accord sur le sujet. Finalement, peut-être que c'était une erreur de casting, Ilana Sicurel, alors qu'on croyait que c'était une prise de guerre formidable que de nommer Nicolas Hulot au gouvernement. Non, moi je crois que ce n'est pas du tout une erreur. Je crois que le passage
Nicolas Hulot au gouvernement a inscrit quelque part cette priorité écologique. Elle a fait bouger les mentalités. Moi, je crois que c'est important. Aujourd'hui, c'est dans le débat, c'est central. Et cet engagement que le gouvernement porte pour l'écologie, moi, je ne partage pas, évidemment, ce qui vient d'être dit sur l'indifférence écologique du gouvernement et du président de la République. Je crois qu'il y a une question de santé publique, il y a une question de souveraineté par rapport de dépendance aux pays pétroliers. Il y a un sujet aussi à terme de pouvoir d'achat, parce que c'est cher l'essence, mais il faut en sortir. Et comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas démagogique de dire... Donc, plus cher. Il y a eu un accompagnement proposé, et on va reparler des Gilets jaunes, je crois qu'il faut prendre la mesure du fait que les choses doivent être... Nous devons aller plus loin, je crois que ce sera fait. Je crois qu'il y a une réflexion qui est annoncée par le président de la République et qui va se faire au niveau local et avec peut-être plus de collégialité. Je crois que tout ça, c'est des bonnes nouvelles, mais ça se fait quand même autour d'un consensus sur l'importance des questions écologiques, parce que là, on touche à des choses qui sont quand même très sérieuses, avec 48 000 morts chaque année qui sont considérées comme étant la résultante notamment de l'usage de l'automobile, de la pollution. Et donc, je pense que tout ça, c'est des choses qui sont très sérieuses. Et quand on dit on garde le cap, parfois on sourit un peu en disant oui, ça fait droit dans ses bottes. Non, je crois que le cap, c'est sur l'essentiel. Il y a, et je pense, moi, et je le redis, que Nicolas Hulot a probablement marqué ses collègues du gouvernement, et c'est avec sincérité aujourd'hui que la majorité regarde ce cap. Maintenant, comment on va y arriver ? Il faut savoir ajuster éventuellement, enrichir encore ce qui a été proposé. Mais cette sincérité écologique, je la revendique ici devant vous. Oui, cette sincérité écologique, c'est un peu une vaste blague. C'est-à-dire que Nicolas Hulot, vous avez dit que c'était un héros de l'écologie. Moi, quand on possède 9 voitures, je ne crois pas qu'on ait un héros de l'écologie. Il y a quand même une énorme hypocrisie autour de ce personnage. Oui, enfin bon, ça révèle quand même quelque chose. Hein. Il y a beaucoup de maisons aussi, c'est pour ça. Oui, non, mais je crois que ce n'est pas la personnalité. Je crois qu'on ne va pas faire une psychanalyse de Nicolas Hulot aujourd'hui. Ça révèle quand même quelque chose. Ce qui est important, c'est est-ce que les Français, oui ou non, sont aujourd'hui un peu plus pris conscience de cette question écologique, qui est un vrai problème de santé publique. La prise de conscience écologique et le fait que ce soit un problème de santé publique, ça c'est vrai. Et c'est tellement important qu'il ne faut surtout pas que le gouvernement s'en occupe. Aujourd'hui, tout ce que fait le gouvernement va dans le mauvais sens. La sortie du nucléaire, c'est quelque chose qui est complètement anti-écologique. On met des centaines de milliards d'euros dans des éoliennes qui n'apportent aucun intérêt sur la question des gaz à émissions, des gaz à effet de serre. On gaspille de l'argent sur des politiques qui ne sont pas importantes. Et on taxe avec des politiques anti-pauvres le carburant. Il faut libérer le pouvoir d'achat des gens pour qu'ils puissent acheter des voitures moins polluantes. L'innovation a fait un travail considérable de diminution de la pollution dans l'air dans les grandes villes en France. Continuons ce chemin-là, mais ne laissons pas à la bureaucratie le soin de s'occuper de l'écologie, parce que là, ça va juste aggraver les choses. En fait, cette taxe a vocation à disparaître, puisque l'idée, justement, c'est de taxer moins le travail et plus, dans un premier temps, l'essence, mais avec comme perspective qu'on change les pratiques. Et donc, cette taxe n'a pas vocation à perdurer. Il reste encore 20 millions de véhicules diesel en France, donc ça va mettre un petit peu de temps. Oui, mais il faut bien commencer. Et je pense que la main invisible ne suffira pas. Très bien. La main invisible du marché. Antimac nous dit pitié, pas de retour de Hulot. Malgré les apparences, c'est un personnage imbu de lui-même. Il a fait un tabac avec Ushuaïa, qui était une émission superbe. Pour le reste, 3 petits points. Et Rustine, encore elle, qui nous dit « Je crois surtout que l'écologie politique se heurte au mur de l'économie, de l'industrie et de la vie réelle. » Guillaume Bernard, quand Nicolas Hulot dit « Le temps de l'utopie est décrété », est-ce qu'on peut être ministre et utopiste ou il faut mieux éviter parce que ça se termine forcément mal? Non, mais on peut vouloir avoir un objectif et essayer de l'atteindre, et un objectif qui paraît difficile à atteindre. Ça n'a rien de... Je suppose que c'est ça qu'il a voulu dire en parlant d'utopisme. Sûrement pas de nous dire qu'il veut changer l'ordre des choses. C'est a priori, me semble-t-il, l'écologie pour justement restaurer une harmonie dans un ordre des choses qui s'impose aux hommes et non pas un ordre qui est créé par les hommes. Bon, donc oui, que l'on ait un objectif politique, mais que l'on veuille atteindre, tant mieux. Encore faut-il que cet objectif politique soit clair. Et c'est ça tout le problème. C'est que l'écologie aujourd'hui apparaît ou est présentée comme étant la défense d'un ordre naturel, mais je n'en suis pas aussi certain que cela. Voilà qui nous ouvre des débats très larges. On va malheureusement passer à un autre sujet parce qu'on a encore plein de choses à se dire.
On les a déjà évoqués, ces gilets jaunes. Donc, ils vont se réunir demain. La préfecture de police de Paris leur a ouvert les portes, si je puis m'exprimer ainsi, du Champ de Mars, mais d'autres préféraient aller sur les Champs-Élysées. Il y a des craintes de débordement de ce mouvement qui est très peu encadré, même si ces porte-paroles tiennent des propos rassurants. Écoutez, Benjamin Cauchy, c'est l'un des porte-paroles des Gilets jaunes, les Gilets jaunes de Toulouse. Il était sur le plateau de Figaro Live cet après-midi et lui nous dit « Rassurez-vous, on n'est pas des casseurs ». Ce qu'on a fait en tant que porte-parole, et c'est ce que je fais depuis plusieurs jours avec mes amis, c'est bien d'expliquer aux Gilets jaunes qui souhaitent monter sur Paris ou qui sont de la région francilienne, de venir avec une attitude bienveillante, dans le respect de l'ordre, dans le respect des biens publics et des personnes, de manière festive, conviviale, bon enfant. Je pourrais utiliser tout le champ lexical que vous voulez, mais vous avez bien compris l'état d'esprit que l'on veut insuffler sur ce grand rassemblement citoyen. Étienne Girard, vous êtes journaliste, pas devin, mais vous croyez que ça va être violent demain ? De la casse, il y en a eu très peu en réalité jusqu'à maintenant. C'est vraiment pas un mouvement de casseurs, les Gilets jaunes. En revanche, c'est un mouvement de gens en colère. Les débordements qui m'inquiètent, c'est pas tellement des débordements de casse, mais c'est ici et là des gens qui sont bloqués, à qui qu'on oblige à mettre un gilet jaune, comme on a pu le voir. Ça reste extrêmement marginal, mais il faut le regretter quand même. On leur dit, il faut dire Macron démission, sinon tu passes pas. Il faut mettre un gilet jaune, sinon tu passes pas. Bon, c'est mieux que les choses se passent en effet dans la bienveillance, mais il faut voir aussi que ce mouvement a forcément les défauts de ses qualités. C'est un mouvement pas structuré, pas politisé, et donc il y a forcément quelques francs-tireurs ici et là qui sont tentés d'aller un peu plus loin que les autres. Il faudra le regretter, mais il ne faudra pas en faire une vérité générale sur ce mouvement-là. Il ne faudra pas en faire une généralisation sur ce que sont les Gilets jaunes. Marine Le Pen, hier, a tweeté une sorte d'appel à aller manifester sur les Champs-Élysées en disant après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y aller comme ça a été le cas le jour de la victoire de la France à la Coupe du Monde. Laurent Papy, ça vous inquiète, vous, ces appels en quelque sorte au débordement ? Non, alors je ne sais pas si c'est un appel au débordement. Après, oui, je partage vraiment le point de vue évoqué ici, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est tellement hétéroclite que oui, il y aura des débordements, un peu de casse. Et puis je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des Gilets jaunes de bloquer ils vont juste se mettre à dos les Français, alors qu'ils pourraient mener des actions beaucoup plus entre guillemets intelligentes, déjà en restant dans une attitude bienveillante, pacifique, mais en manifestant massivement, en réclamant au gouvernement des choses, puis des baisses de taxes, parce que ce ras-le-bol est tout à fait légitime et le gouvernement n'a rien fait là-dessus. Mais je crois qu'il y a des actions, notamment des actions symboliques qu'ils peuvent faire autour des centres des impôts, des choses comme ça, qui peuvent être beaucoup plus intelligentes et qui vont permettre à tous les Français de rejoindre encore plus et d'apprécier ce mouvement, et je crois qu'il est parfaitement légitime. Donc je pense qu'il vaut mieux manifester devant les centres des impôts que sur les ronds-points. Voilà, c'est le point de vue. Diana Sicurel, est-ce que le gouvernement n'a pas fait fausse route en essayant quand même de discréditer le mouvement, en insistant sur son côté radical? On entendait Benjamin Griveaux, au Conseil des ministres, dire attention, il y a des mouvements homophobes, racistes, alors qu'apparemment c'est quand même assez minoritaire. Je crois qu'on a du mal à faire passer une parole complexe. Je crois qu'on a tous rappelé que c'est un droit fondamental d'abord de se rassembler. Donc il s'agit simplement d'être dans le cadre de la loi et de ne pas faire absolument n'importe quoi. Il y a quand même un bilan qui est lourd, avec 2 morts, avec 600 blessés, dont 17 graves côté manifestants. On est autour de 136 du côté des forces de l'ordre, avec 3 sérieusement blessés également. Je crois qu'il faut quand même faire attention. Il y a des appels. Alors évidemment, il y a des appels d'identification des députés, de leurs familles. Donc je pense que vous avez raison, je ne sais pas. Il ne faut certainement pas discréditer l'ensemble et je crois que personne ne cherche à le faire, mais il y a, oui, des dangers et nous devons en être conscients et rester dans le cadre de la loi. Maintenant, je tiens à dire que je pense qu'on passerait complètement à côté du sens de ce mouvement si on se disait, voilà, il s'agit de radicaux et essayer comme ça de mettre tout le monde dans le même panier. Je crois qu'il y a quelque chose de profond qui est exprimé par ce mouvement et moi, mon impression, c'est que, et c'est ce qui nous rend triste quelque part dans la majorité, mais on ne va pas baisser les bras et moi je crois qu'on va y arriver, c'est que ce mouvement des Gilets jaunes traduit finalement un malentendu gigantesque. Parce que la question de la lutte
contre l'assignation à résidence, c'est vraiment, si vous voulez, ce qui fédère l'ensemble de la majorité. Vous ne pensez pas que ça traduit d'abord un ras-le-bol fiscal? Oui, parce qu'un malentendu à 56% de prélèvement obligatoire sur le salarié moyen, non, il n'y a pas de malentendu. Ou de dépenses publiques. Oui, mais un ras-le-bol fiscal, si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire? D'un autre côté, on appelle aussi au maintien des services publics. Donc il y a beaucoup de... Oui, non, mais parce que là, justement, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais justement rebondir sur ce qui me paraît être le cœur du problème. C'est-à-dire qu'on prétend que les revendications des Gilets jaunes sont disparates ou qu'elles seraient incohérentes, parce que d'un côté, ils traduiraient un ras-le-bol fiscal, donc plutôt une demande de baisse des prélèvements obligatoires, et que de l'autre côté, on nous dirait, oui, mais en même temps, c'est la France périphérique qui se plaint du fait qu'il n'y ait plus de services publics. Mais le problème, c'est que ces Français ne disent pas qu'il n'est pas normal de payer des taxes, des impôts, des cotisations sociales. Ce qu'ils disent, c'est que, arrivé à un certain niveau, le taux de prélèvements obligatoires devient contre-productif, d'une part, et que, d'autre part, le rapport entre ce qui est payé et ce qui est assuré par les services publics devient incohérent. Quand, effectivement, il y a des fermetures de maternité, quand il y a des fermetures de lignes SNCF, et que, par ailleurs, les impôts continuent à augmenter toujours plus, eh bien, c'est cette incohérence-là. Ce ne sont pas des gens qui veulent une société ultralibérale ou, à l'inverse, une société collectivisée. Ce sont des gens qui veulent tout simplement vivre de leur travail. Or, ils n'y arrivent plus. Donc moi, je crois que c'est un mouvement qui est extrêmement important parce que même s'il s'étiole, on se dit peut-être qu'il va finir par disparaître parce qu'il n'est pas organisé. Eh bien, ça ne résoudra pas le fond du problème, il pourra renaître du jour au lendemain. S'il y a des échauffourées, peut-être qu'il y aura des débordements de la part de certains, mais on peut tout à fait imaginer aussi qu'il y ait des provocateurs de la police ou des voyous qui profitent de ces manifestations pour coller sur le dos des Gilets jaunes des batailles, des destructions de biens publics. Or, justement, jusqu'à présent, ils n'ont jamais, je dirais, manifesté ce genre de choses, avec parfois, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous, des attitudes un peu contre-productives. Bloquer les actifs sur les routes plutôt que de bloquer les centres des impôts, c'est effectivement contre-productif, mais ils se sont réorientés plutôt vers cela. Je crois qu'il faudra également voir le fait que demain, il y aura non seulement des gens qui monteront à Paris, mais il y aura encore plein de rassemblements en province. Et quand on nous dit qu'il n'y a eu que 280 000 personnes, un mouvement qui n'a aucune organisation, qui n'est pas structuré, qui est né spontanément et qui a réussi en 3 semaines à réunir 280 000 personnes, c'est un mouvement extrêmement profond, me semble-t-il, dans l'opinion publique. Le comptage était quand même assez hasardeux, parce qu'il fallait quand même être présent sur tous les points de passage. Je vais vous redonner la parole, bien sûr, mais je voudrais la donner à nos internautes qui sont au cœur de l'émission, comme vous le savez. Sur Twitter, on vous demande si vous craignez des débordements. Eh bien, c'est très partagé. Voilà, vous êtes 52% à nous dire oui, 48% non. Anne, en réponse à cette question, nous dit « Il va y avoir des casseurs professionnels, de la racaille, des quartiers non républicains, des valeurs opportunistes, mais il faut y aller, le peuple n'en peut plus. » Et M. Babineau qui ajoute « Le gouvernement est incapable de contrôler les Gilets jaunes », tandis que Jean-Michel, lui, considère que le mouvement des Gilets jaunes est clairement infiltré par l'extrême droite et l'extrême gauche. Il est peut-être infiltré, mais en revanche, il n'est pas récupérable. Parce que justement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est la preuve que l'offre syndicale et que l'offre politique ne correspond pas à la réalité du tissu social. C'est ça le plus important. Et donc, il n'est pas récupérable, même si certains hommes politiques essayent évidemment de l'utiliser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est plus populaire que n'importe quel autre parti. Regardez le sondage Odoxa d'Etsu Consulting pour le Figaro de ce matin. Les 3/4 des Français considèrent que le mouvement est justifié, 77% pour être tout à fait précis, et les 2/3 pensent que le mouvement va continuer. Laurent Papy. Oui, pour moi, c'est clairement dans l'héritage français de la jacquerie fiscale, et elle est parfaitement légitime, c'est-à-dire qu'on est assommé d'impôts. En fait, sur la question des impôts, moi je veux bien, mais si ça marchait, si on n'avait pas l'école la plus inégalitaire de l'OCDE, une des plus inégalitaires de l'OCDE, si on n'avait pas des services de santé qui étaient submergés, si tout ça fonctionnait, pourquoi pas ? Mais ça ne marche pas, c'est injuste et immoral. L'impôt, il ne fonctionne pas. Ce n'est pas une baisse des impôts qu'il faut, c'est une redéfinition du périmètre de l'État. Macron, il a été élu pour faire un gros changement, il n'a rien fait. Enfin, il n'y a rien sur la baisse de la dépense publique dans le sens qu'est-ce qu'on ouvre qu'est-ce qu'on ouvre à la concurrence, est-ce qu'on permet à l'innovation d'offrir des meilleurs services pour moins cher. Il n'y a rien là-dessus. Il a fait
Je donne juste un dernier exemple. Il a vendu les participations de l'État pour 10 milliards dans des entreprises. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils font un fonds pour l'innovation. Comme si l'État savait ce que c'était que l'innovation. Enfin, la taxe d'habitation, la taxe d'habitation, il la supprime, il la remplace par autre chose. Il faut la financer. C'est quoi cette politique? Ça n'a aucun sens. En tout cas, pour tous ceux que ce dossier des impôts intéresse, je ne saurais trop vous inciter à lire le Figaro Magazine de ce week-end, publicité gratuite au passage, que nous consacrons justement aux causes de cette colère fiscale avec une analyse, j'espère, assez précise sur les niveaux d'imposition sur les différentes... Avec l'IREF qui participe à ce dossier. Oui, alors, la parole est à la défense, voilà, la parole est brièvement, parce qu'on a encore plein de sujets à traiter. Est à la proposition, parce que... la proposition, c'est Emmanuel Macron qui va en faire mardi prochain. Apparemment, il va lâcher du lest. Les propositions des Gilets jaunes, elles sont très claires. C'est le consentement à l'impôt, c'est le référendum. Guillaume Bernard, la parole est à Ilana Sécurel. Merci. Non, je voudrais répondre sur plusieurs choses. D'une part, je vais aller plus loin qu'une simple défense, si vous voulez. Mais je suis membre du bureau exécutif de La République En Marche, mais en charge en particulier de l'éducation. Donc ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que l'OCDE, dans le classement de l'OCDE, eh bien, la France est dernière en matière de justice sociale. C'est un scandale absolu, c'est pas grave. Non, mais si, parce que, pardonnez-moi, et on met en place, je ne peux pas vous laisser dire, on ne fait rien, parce que jamais on a autant investi pour justement, en ciblant sur les quartiers difficiles, notamment le dédoublement des classes. Donc je ne peux pas, en tant qu'éducatrice et en tant que chargée d'éducation, je ne pouvais pas laisser passer ça. Par contre, je pense qu'on est tous, et vous n'êtes pas exempts de cette myopie quelque part, parce que bien sûr qu'on comprend ce ras-le-bol fiscal. Et moi, je cache mon jeu, mais je le partage aussi. Mais je vais essayer d'être moins myope sur le plan de l'analyse politique. Je crois qu'on sort de 30 ans de manque de courage politique. Et ça ne se fait pas en 18 mois. Donc quand vous dites « rien n'est fait », je pense qu'il y a énormément qui est fait. Et ce qui est fait, c'est pour mettre en place ce qui est la clé de tout le reste, c'est-à-dire la reprise des investissements pour qu'il puisse y avoir du plein emploi. Et c'est là que nous pourrons véritablement voir une baisse de la dépense publique sérieuse. Et vous savez très bien que c'est la clé. Voilà, donc je ne peux pas vous laisser dire que rien n'est fait. Et je ne peux pas non plus vous laisser dire que c'est Emmanuel Macron qui, depuis 18 mois, a créé cette pression fiscale. Elle existe. Elle existait. Et on ne peut pas dire qu'il est encore va pas la faire disparaître avec une baguette magique. Mais je pense... Mais on est en train d'aller vers une transformation en profondeur. Peut-être faudrait-il une autre émission pour l'expliquer, mais je ne peux pas vous laisser dire que rien n'est fait. Merci beaucoup, mais d'ailleurs, vous n'avez pas laissé dire, les choses ont été dites. Et c'est très bien comme ça, on laisse le dernier mot à Bronito, qui lui n'est pas vraiment en faveur de ce mouvement. Il dit la revendication des Gilets jaunes, c'est donner le moins d'argent possible à l'État et dans le même temps recevoir plus de l'État. Bon, Guillaume Bernard a déjà exprimé ce qu'il pensait de cet argument. Le Parti communiste, oui, ça existe encore, est à son 38e congrès. Ça se passe ce week-end. Ça va se dérouler à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Le Parti communiste français était le premier parti de France à la Libération. Aux dernières élections législatives, il a fait un score de 2,7%. Alors, à quoi sert encore le Parti communiste ? Eh bien, on va poser cette question à Pierre Laurent. Alors, c'est le secrétaire national sortant, il serait bien resté, mais malheureusement, les camarades ne veulent plus de lui. Et pourtant, comme vous allez l'entendre, il ne lâche rien. Nous accordons une très grande importance à ce qu'on appelle, excusez-moi du jargon, la question de classe. C'est quoi ? C'est qu'au cœur des difficultés, il y a un problème, c'est qu'il faut affronter la puissance du capital, et du capital qui est aujourd'hui multinational. Et il faut s'en donner les moyens. Et on ne contournera pas cette question. Et cette question-là, d'aller gagner du pouvoir dans la bataille sociale de l'entreprise, de ne pas laisser tout le pouvoir à ces grandes multinationales, pour nous, cette question-là, elle est essentielle. Et nous, on pense que les idées communistes d'aujourd'hui ont une grande modernité pour ça. Étienne Gérard, il faut reconnaître que Pierre Laurent, il n'a pas changé de discours. C'est le discours du Parti communiste depuis toujours. Il y a une époque où ça faisait 25% et aujourd'hui, c'est inaudible. Pourquoi ? Alors c'est inaudible pour les gens qui votent pour le Parti communiste. Ces idées-là sont représentées en partie par quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, donc elles gardent une certaine audience dans la population. On ne peut pas réduire la baisse électorale du Parti communiste à une défaite idéologique. Ce n'est pas tout à fait ça. Le Parti communiste, en effet, il a énormément perdu en audience depuis les débuts de la Ve République.
République. C'est dû à énormément de facteurs, et notamment la chute du mur de Berlin et l'effondrement du modèle soviétique. Ça reste, il me semble, une force politique importante dans notre pays. On peut, par exemple, dire qu'ils ont plus d'élus que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est un parti qui, à l'inverse de plein d'autres partis à gauche, c'est faire des choix courageux. C'est par exemple un parti qui a su s'effacer au moment de la présidentielle de 2017 pour que le candidat qui représentait à peu près ses idées fasse le meilleur score possible. Score qui a d'ailleurs été important, ce qui effectivement valide votre hypothèse selon laquelle ce n'est pas les idées du PC qui baissent, c'est juste l'emballage, ce n'est pas le contenu. Et c'est le meilleur score d'un candidat soutenu par la gauche communiste depuis François Mitterrand. Donc pour eux, c'était tout de même un succès, même s'ils ne le perçoivent pas comme ça. En réalité, le Parti communiste est un parti qui avait fait beaucoup d'erreurs, et notamment d'erreurs de casting. On y reviendra peut-être, mais Pierre Laurent, qui va tirer sa révérence ce week-end, n'était absolument pas le bon choix pour être la figure de ce parti-là, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas médiatique, c'est quelqu'un qui n'aime pas hausser la voix, c'est quelqu'un qui n'aime pas utiliser des formules qui frappent, et donc c'était à l'évidence, c'était beaucoup plus un homme de l'ombre qu'un homme de lumière. On vous pose la question sur Twitter. Selon vous, les communistes ont-ils encore un poids important dans la vie politique française? Vous répondez plutôt non, à 87%. Alors il y a quand même une forme de défense. Il y a Sich qui nous dit « Au final, ils font mieux que l'UPR et les Patriotes ». Alors c'est probablement effectivement une forme de consolation. Toujours trouvé plus bas. Voilà. Guillaume Bernard, avez-vous envie de défendre le Parti communiste français ? À partir du moment où c'est une organisation qui a mêlé sa vie, son existence à l'Union soviétique, il n'est pas tout à fait étonnant quand même qu'avec la chute du mur de Berlin, avec l'effondrement de l'Union soviétique, ce parti s'écroule. Cela dit, il a commencé à baisser avant même la chute de l'Union soviétique, puisque Marché fait 14,5 à la présidentielle, la Joigny 8. Donc il était déjà en dégringolade, siphonné notamment par le Parti socialiste, en tout cas dans les années 70 et la stratégie de Mitterrand. Il me semble quand même qu'il y a une différence entre le Parti communiste stalinien et la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, c'est que bien sûr il y a un discours plutôt de type socialiste, mais tout de même le Parti communiste était collectiviste. Ce qui n'est pas tout à fait Jean-Luc Mélenchon. Alors peut-être qu'il y a, je dirais, une partie de, oui, il y a une nuance, bien sûr. Il est bien évident qu'il y a sans doute, je dirais, une partie de l'électorat communiste qui se replie, qui s'est replié sur un parti qui pouvait peut-être, je dirais, avoir de meilleurs résultats. Mais enfin, incontestablement, on est quand même sur le long terme sur une dégradation de tous les mouvements de gauche, et puis plutôt un gonflement politique sur la droite du spectre politique. C'est ce que j'ai proposé d'appeler, publicité pour moi aussi, le mouvement d'Extrogir. Bon, en tout cas, le PC quand même a encore une existence. Pourquoi avec 2% à la présidentielle, on continue à en parler? Pourquoi on cherche à faire des alliances avec lui? Parce que tout simplement, il avait réussi à avoir un tissu d'élus locaux extrêmement nombreux. Et c'est par ça qu'il continue à exister. Toute la question, c'est est-ce que le PC continue à exister après les prochaines élections locales ou est-ce qu'il disparaît complètement? C'est ça la question. Au niveau national, il n'a plus d'impact. Au niveau local, il a encore des bastions. Et pour tous les abonnés du Figaro.fr, je vous conseille ce formidable dossier de Sophie de Ravinel, paru cette semaine dans le Figaro quotidien, mais toujours disponible sur le .fr. Que reste-t-il du Parti communiste français, avec notamment la carte des zones où il leur reste encore quelques élus. Ileana Sicurel, c'est une bonne nouvelle pour la majorité d'avoir un Parti communiste qui a quasiment disparu? Je crois que c'est pas un élément par rapport auquel on se situe. Si vous disiez à quoi ça sert, moi j'ai envie de venir au secours du Parti communiste en disant ça sert à poser des bonnes questions, mais malheureusement à apporter des mauvaises réponses. La question qui est posée par le Parti communiste depuis toujours, c'est la question de la justice sociale, et je crois que c'est une vraie question. Maintenant, les réponses qu'on peut apporter à un rééquilibrage, et c'est tout ce que pose aussi ce mouvement, et évidemment qu'on y est sensible, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour véritablement apporter des réponses, et il faut un peu de temps évidemment pour que ça porte ses fruits, des réponses à ces questions qui sont justes. Et la réponse qu'apporte Pierre Laurent, évidemment dans la ligne traditionnelle du Parti communiste, c'est un autre moment de cet entretien, c'est il dit, nous on croit à la lutte des classes, et on insiste beaucoup sur la lutte des classes, c'est ce qui nous différencie de Mélenchon. Et c'est ça le problème en réalité, parce qu'il faut sortir de cela, c'est quelque chose de très simple. Quand on est dans toute cette accusation
accusation du président des riches. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une taxation, une refonte en fait de l'ISF qui avait comme raison d'être en fait d'encourager à l'investissement productif. Et bien tout le monde a dit, eh ben voilà, il veut faire plaisir à ses copains, patrons, voilà la clé. En réalité, c'est pas du tout ça. Et Emmanuel Macron a répondu lui-même un jour, quand on lui disait, vous êtes le président des riches, les riches n'ont pas besoin de président, ils se débrouillent très bien tout seuls et ils trouvent toujours la solution. Donc non mais je voudrais aller jusqu'au bout de mon raisonnement qui est essentiel. Donc il faut arrêter de dire il y a les riches, il y a les pauvres et y jeter un camp contre l'autre. C'est très important, c'est ce qui se joue aujourd'hui. Il faut comprendre que la reprise de l'investissement, et forcément c'est plutôt les riches qui investissent, elle est importante peut-être pour eux, mais ça c'est complètement je dirais, accessoire, ça n'intéresse pas un président de la République ni une majorité. C'est la seule manière de relancer l'emploi, de relancer cette économie. Et il faut arrêter de considérer qu'on joue les uns contre les autres. Et il y a une réforme qui est très gaulienne. On ne peut pas parler de toutes les réformes. On ne peut pas parler de toutes les... Non, mais ce n'est pas mon but. Voilà. Non, mais voilà, mais l'intéressement permettre aux voilà. Salariés d'avoir une participation à l'intéressement au gain de l'entreprise, voilà un exemple qui montre que voilà, on peut être dans le partage. Je peux répondre là-dessus. Laurent Papy, moi je vous pose une question plus directe si vous voulez bien. Pierre-Laurent parlait de la lutte des classes. Oui. Il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment communiste, qui s'appelle Warren Buffett, qui est le financier américain, qui dit la lutte des classes, la lutte des classes, elle a eu lieu, et ce sont les riches qui ont gagné. Non, c'est faux. C'est faux. Il y a 200 ans d'histoire économique qui montrent que l'économie de marché est au service des plus pauvres. La lutte des classes est un mythe. C'est-à-dire que... François Guizot ne croyait pas à la lutte des classes. Vous savez que la lutte des classes est un concept libéral repris par les marxistes. La lutte des classes, vous n'y croyez pas. Vous devriez y croire, la lutte des classes. Excusez-moi, la première lutte des classes, c'est Blanqui. Et c'est libéral. Ah non, c'est François Guizot, l'inventeur de la lutte des classes. La parole est à Laurent Guizot. Je réponds juste là-dessus. Cette lutte des classes, c'est celle que fait les Gilets jaunes, c'est-à-dire celle entre le peuple et la noblesse d'État qui les opprime. C'était celle, la lutte des classes initiale, qui a été ensuite reprise par Marx entre les capitalistes et les travailleurs. Et cette lutte des classes est complètement obsolète. Elle n'a jamais été. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous capitalistes. La classe moyenne, dans son immense majorité, est capitaliste. Elle a un patrimoine, elle a un livret A, elle a une assurance vie. Donc cette dichotomie de la lutte des classes n'existe plus sur la dichotomie capitaliste-travailleur. Il y a ceux qui vous réponds, juste répondre là-dessus. Et ceux qui ne l'affrontent pas. Et donc effectivement, la lutte des classes prend une nouvelle forme entre ceux qui sont pieds et poings liés face à une mondialisation qui ne leur permet... Ah non, mais d'accord, mais je caricature, je le dis quand même. Je le dis qu'il y a ceux qui sont confrontés au risque et ceux qui ne le sont pas. Non. Et donc c'est un nouveau critère de délimitation. Aujourd'hui, si vous regardez dans tous les pays qui ont adopté l'économie de marché, la mondialisation a été au service des plus pauvres et a permis d'éliminer la misère dans tous les pays qui ont adopté l'économie de marché, qui ont rejoint la mondialisation. Maintenant, j'aimerais juste répondre sur les réformes. Si vraiment vous vouliez mettre fin à la lutte des classes, il y a une réforme qu'il faudrait faire, c'est celle sur la réforme des retraites que vous n'engagez pas du tout, c'est celle de la mise en place de la capitalisation. Et là, c'est justement mettre le capital au service des plus pauvres. Parce que le système de retraite aujourd'hui est complètement inégalitaire. Il est injuste vis-à-vis des plus pauvres qui ne peuvent pas bénéficier de l'épargne et qui sont enfermés dans la répartition qui est insoutenable. La réforme des retraites, la réforme des retraites, on en parlera quand elle sera lancée. On laisse le dernier mot sur ce sujet à nos internautes, à Blueberry qui nous dit « Ce parti a été fossilisé depuis la chute du mur de Berlin. Sich, moi j'aimais bien les communistes quand ils défendaient les travailleurs français et pas l'immigration. » Nicole nous demande quels sont les pays qui ont encore un parti qui s'appelle Parti communiste. Oui. Et Antimac qui nous dit ce qu'on a un petit peu évoqué au cours de ce débat. Je pense que ce parti n'apporte plus rien au débat politique français. Il a été remplacé par la France insoumise. Vous parliez, Laurent Papy, des gens qui avaient un capital. Alors ceux-là, ils ont pu le dépenser aujourd'hui et même cette semaine, puisque c'était le Black Friday. C'est une opération commerciale qui nous vient des États-Unis. Vendredi noir comme les concentrations de gens dans les magasins. Les chaînes de radio débordent de publicité pour les promotions du Black Friday. Avant de savoir si vous avez fait vos courses aujourd'hui, je voudrais vous faire entendre cette petite vidéo de Brune Poirson. C'est la secrétaire d'État à l'écologie. Et alors, le Black Friday, c'est pas trop son truc. Regardez. C'est Black Friday. C'est vendredi noir. Noir probablement pour la planète. Parce qu'aujourd'hui, on consomme 60% de plus de produits textiles qu'il y a 15 ans. Et on les utilise pendant 2 fois moins longtemps.
Et aujourd'hui, vous allez probablement acheter des appareils électroniques et électroménagers qui, déjà neufs, eh bien, vont plus fonctionner dans quelques années alors qu'ils pourraient encore fonctionner. C'est l'obsolescence programmée. Et ça, en fait, c'est une double arnaque. Pour la planète et pour votre porte-monnaie. Bernard, on ne savait pas que ce gouvernement était décroissant, mais apparemment... Non, mais moi, ça me plaît bien. Oui, moi, ça, si vous voulez, j'imagine. Alors là, pour le Ouais. coup, effectivement, là, c'est une écologie, je dirais, qui défend, je dirais, un ordre des choses, pardon de revenir toujours là-dessus, et non pas une écologie transhumaniste, etc. Enfin bon, voilà, qui me convient parfaitement. Honnêtement, la frénésie de consommation, le fait de se sentir obligé, parce que c'est soi-disant moins cher, d'acheter, parce qu'on vous dit qu'aujourd'hui, il faut acheter, alors que vous allez acheter quelque chose dont vous n'avez absolument pas besoin, honnêtement, ça me nave absolument. Honnêtement, j'ai qu'un conseil à vous donner aujourd'hui. Si vous voulez acheter quelque chose, achetez-vous un gilet jaune. Ah bah, c'est clair. Ilana Sigurel. Comme je vous dis, y aller. Et d'ailleurs, ça manque là. Vous n'avez pas apporté le vôtre, monsieur. Vous avez oublié. J'aurais peut-être dû, mais... Parce que votre veste était trop belle, acquise au fond. Ilana Sigurel, c'est intéressant quand même ce discours qui est quand même assez minoritaire au sein du gouvernement, parce qu'on est plutôt favorable aux échanges, à la croissance, au commerce dans la République en marche, non ? Oh, quelle caricature. Non, moi, je vais réagir en tant qu'éducatrice. Brune Poirson l'a fait en tant que représentante de l'écologie au sein du gouvernement. Je pense qu'il faut, je vais m'exprimer en tant qu'éducatrice, je crois qu'il faut qu'on enseigne à nos jeunes générations de ne pas être effectivement les victimes, de ne pas subir cette espèce de pression, comme vous le disiez, où on achète alors qu'on n'a pas besoin. Et on voit bien, on sent c'est une forme. Donc, je crois qu'on veut donner du sens, on veut remettre l'éducation au centre. Et je crois disposer de son destin, c'est aussi décider qu'on peut faire quelque chose de plus intéressant que d'aller, comme on le voyait sur votre image, c'était très éloquent, toutes ces portes qui allaient s'ouvrir. On est quelque part possédé un peu par ce besoin de consommation. Il y a beaucoup à dire. Il faut bon, voilà, je ne peux que la consommation. C'est insupportable. Enfin, c'est quoi ce paternalisme ? Laissez les gens vivre, laissez les gens consommer. On parlait du communisme juste avant. Votre anticapitalisme est effarant, quoi. Enfin, il n'y a pas d'anticapitalisme. Mais si, laissez les gens échanger, les acheter ce qu'ils veulent, laissez-les libres. Le Black Friday, là où il le faut, c'est sur les impôts, c'est tout. Il y a pas de. Aujourd'hui, laissez les gens faire. Le Black Friday, ça montre quoi ? Ça montre une chose, c'est que le capitalisme réussit, l'économie de marché réussit. Elle a permis de démocratiser l'accès à des ressources au plus grand nombre, toujours pour moins cher, toujours de meilleure qualité. Moi, je crois qu'il faut qu'on célèbre ça et qu'on arrête d'infantiliser les gens. S'ils veulent acheter des téléphones portables, s'ils veulent acheter des biens de consommation, c'est leur liberté. Et arrêtons d'avoir cet état jacobin qui nous dit comment on doit se comporter. Mais là, et ces idéologues qui disent non, ça suffit. Ça suffit, laisser les gens libres, enfin, c'est insupportable. Le capitalisme crée la richesse et seule la création de richesse permet une meilleure redistribution. C'est les mécanismes de marché qui permettent à tous de s'insérer dans le marché du travail, de trouver un moyen de gagner sa vie, et ça se fait avec le mécanisme de marché et pas par la redistribution. Étienne Girard, est-ce que vous avez fait des courses aujourd'hui pour profiter du Black Friday ? Écoutez, pas du tout. C'est le genre de démarche qui m'horripile. Ça vous surprendra pas. Ça vous surprend. Non, il faut rappeler quand même que ça nous vient des États-Unis. Le Black Friday, c'est juste le lendemain de Thanksgiving, donc ça n'a rien à voir avec la tradition française. C'est un élément de colonisation culturelle des États-Unis, en quelque sorte. Et alors, je me suis documenté, j'ai lu une étude de l'association UFC Que Choisir qui s'est intéressée justement au Black Friday de l'année dernière. Il paraît que, alors selon eux, les réductions en fait s'élèvent à 2%. Et non pas entre 20 et 50%, comme on peut le lire à l'entrée des magasins, parce qu'en réalité, les magasins mettent sur le devant de la scène, sur le devant de leur comptoir, les invendus. Les invendus, les produits un peu défectueux, etc. Donc, ce n'est pas du tout l'Eldorado qu'on nous vend et que veut nous vendre un certain milieu. Juste là-dessus, les invendus et tout ça, c'est quelque chose de très écologique, en fait. C'est-à-dire que le marché, ici, répond de manière très écologique. Au lieu de jeter ses invendus, il les vend moins cher. C'est une des manières de l'économie de marché. Sauf que là, c'est pas des invendus, en l'occurrence. Non, mais c'est des invendus ou des défectueux. On est en début de saison. Oui, alors donnez. Faites travailler gratuitement, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donnez. Il n'y a pas de souci. Allez, inscrivez-vous au PCF. Il n'y a pas de problème. La caricature. Ouais. Aux États-Unis, le Black Friday a un sens car c'est le lendemain de Thanksgiving, jour férié où tout est fermé. Guillaume Bernard, est-ce que vous êtes étonné ? Moi, je suis, pour tout vous dire, par la vitesse avec laquelle cette tradition américaine est arrivée en France. C'est un peu comme Halloween. Halloween est reparti aussi vite qu'il y est arrivé.
Ça nous a un peu libérés, tant mieux. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que les Français avaient un besoin de promotion comme ça, ou bien de s'américaniser? Le problème, c'est que vous voulez, c'est qu'on laisse croire que le consentement est toujours libre et qu'il ne peut pas y avoir une manipulation. C'est-à-dire que je suis au regret de vous dire que le comportement de certaines entreprises, par leur capacité de publicité notamment, eh bien, fait que l'on peut modifier le comportement des gens. Ensuite, on peut, en outre, d'une certaine manière, profiter de cette loi d'imitation que le sociologue Gabriel Tarde a mis en avant, c'est-à-dire que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui veulent se comporter de la même manière que d'autres, tout simplement pour ne pas être marginal. Je n'ai pas dit que c'était mal, je dis simplement que de laisser croire que le comportement des personnes est totalement libre, que le consentement est totalement libre systématiquement, c'est une vue de l'esprit et qu'il y a dans une vie de la société autre chose que simplement la réussite économique ou la valeur d'échange. Ce qui, moi, me gêne, au-delà même de cette question-là, et on parlait tout à l'heure de la justice sociale, c'est que nous sommes dans une société où de plus en plus, c'est la valeur d'échange et non pas la valeur d'usage qui prédomine dans les rapports sociaux. Donc ça, me semble-t-il, c'est un vrai sujet qui est... Ou la valeur... Non, dans la valeur, comment dire, d'une chose, il y a une valeur objective qui est la valeur du travail, qui est la valeur des matières qui ont permis de déterminer la chose, et puis ensuite, il y a l'utilité qu'ont cette chose, et pas simplement la rencontre de l'offre et de la demande. Donc vous savez réduire la société des gens. Vous savez mieux à leur place. Oui, c'est ça. C'est ce que vous dites. Non, c'est certainement pas ce que je dis. Je dis simplement que la valeur d'une chose, ça n'est pas uniquement la valeur d'échange économique. Ben voilà, c'est exactement le fond du problème. Voilà. Est-ce que notre société se réduit à l'échange de l'offre et de la demande? L'échange des idées, c'est un marché d'idées, on échange, il n'y a aucun problème. C'est un marché que j'espère pur et parfait. En tout cas, c'est formidable parce que c'est le doux commerce, encore que ce soir, il était assez animé. Et tant mieux, ça montre que même sur des sujets aussi concrets, voire anecdotiques que le Black Friday, il se dit des choses passionnantes sur le plateau de Point de Vue. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à notre émission. L'émission Point de Vue reviendra lundi à 17h sur Figaro Live. Merci beaucoup, bon week-end. Grâce à Dieu, je vais mourir, comme tout le monde, comme vous. Avant vous, sans doute. Ma vie est déjà longue, j'approche du bout du chemin. En mourant, il nous a laissé un très court livre, un bréviaire, comme on pourrait dire, c'est-à-dire un livre bref, mais un livre profond, un livre qui aide à réfléchir, et peut-être un livre qui aide à vivre. Jean d'Ormesson a été toute sa vie un merveilleux ambassadeur de la littérature française, parce qu'il avait ce don de la conversation. Et c'est un ton de la conversation, un ton de vérité et d'amusement. Parce que c'était quelqu'un avec lequel la conversation prenait toujours à la fois une profondeur, mais en même temps une légèreté. Et je dois dire, c'est l'homme avec lequel j'ai le plus ri. J'ai vraiment... On éclatait de rire, on passait notre temps... Quand on se baignait ensemble en Corse, quelquefois on riait tellement qu'on a failli se noyer. C'était quelqu'un d'humble, véritablement, et qu'il ne connaissait pas bien le théâtre. Et du coup, il était vraiment avec nous, qui avions assez peu d'expérience, assez jeunes. Il était comme un petit enfant, et on était vraiment... tout ce qu'on disait était paroles d'évangile. C'est ça qui est quand même génial. Moi, j'avais pris la pièce, je m'étais dit « Ah, c'est pas assez théâtral », enfin, il y a des moments, ça manque un peu d'enjeu, j'avais fait des coupes et tout ça.
Il me dit, ah mais alors, parce que j'ai l'impression que vous avez fait des coupes, Maxime, avec Alain, Maxime, vous avez fait des coupes. Oui, 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 ah mais ben, c'est très bien, de toute façon, vous avez raison, moi j'y connais rien, alors faites comme vous voulez, c'est formidable, tout le temps formidable. Et il disait, vous comprenez, c'est extraordinaire, parce que ça fait des années, ça fait des siècles que j'écris des livres et je n'ai jamais de retour, vous voyez. Alors que là, au théâtre, on entend les gens rire, on les entend applaudir, je pourrais venir tous les jours, c'est formidable. Voilà. Donc il était comme ça, quoi, comme un enfant, avec ses grands yeux écarquillés. Je considère que la vie si cruelle que nous menons tous est une sorte d'hosanna sans fin. Grâce à Dieu, je vais mourir, comme tout le monde, comme vous.